Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire iCIMS organisé avec Parlons RH dans le cadre des 24 heures RH. Merci à Parlons RH d'organiser ces 2 jours consacrés au recrutement, un sujet qui nous passionne tous, j'ai l'impression, vu le nombre de participants qu'on a sur chaque session. Écoutez, je crois que les précédent webinaire a été très inspirant. J'espère que celui-ci le sera également et qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Mais en tout cas, je crois que on a une belle journée qui se prépare chez Parlons RH pour cette belle journée autour du recrutement. Écoutez, je vois que le nombre de connectés augmente petit à petit. On va lancer rapidement ce webinaire. On a le temps qui va défiler très vite. On a beaucoup de choses à vous partager. En tout cas, on va parler des grands groupes européens et on va se demander s'ils sont des modèles en matière de processus de recrutement. C'est une étude qu'on a menée donc avec HEC, Junior Conseil. C'est une étude qu'on mène très souvent chez iCIMS et donc on va vous présenter un peu en avant-première les résultats. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pendant ce webinaire. Vous pouvez poser les questions dans le chat. Il y a ma collègue Rim qui assurera la liaison avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les adressera soit en direct, soit à la fin du webinaire. Ça dépendra du sujet, mais en général, on aime bien les traiter en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous aurez évidemment accès au replay et la présentation vous sera envoyée par mail et vous aurez la possibilité de télécharger l'étude qu'on a créée grâce à HEC à la fin de ce webinaire. Je suis accompagné d'Amandine Reitz. Amandine, je te laisse te présenter. Avec plaisir, Thomas. Donc en effet, je m'appelle Amandine Reitz. Je suis la DRH IMIA d'iCIMS. À la base, j'étais la DRH d'une entreprise qui s'appelait EasyRecruit, donc qui était une start-up dont Thomas et moi faisions partie. Et depuis presque 3 ans maintenant, nous avons intégré iCIMS suite au rachat d'EasyRecruit. Et donc moi, je me suis occupée de la fusion de plusieurs start-up qui ont été rachetées dans la région. Et j'ai toujours eu, tout au long de ma carrière, un coup de cœur pour le recrutement. Et c'était pour ça à l'époque que j'avais rejoint un logiciel qui permettait de faciliter les recrutements. Et maintenant, ça fait un peu plus de 7 ans. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous donner des informations utiles pour améliorer votre expérience candidat dans l'heure qui vient. Merci Amandine. Je me présente rapidement. Donc, je m'occupe du marketing sur le marché français pour iCIMS. Amandine a présenté tout notre parcours en quelques mots, donc je n'en rajouterai pas. Il était parfait. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous, Amandine, parce que ton regard va être très important sur ces chiffres qu'on va voir dans quelques instants. Rapide présentation d'iCIMS avant de commencer, ce sera 30 secondes, mais en tout cas, je voulais juste vous rappeler qu'iCIMS, donc c'est un best of breed, on a une plateforme tout en un, centrée sur l'acquisition de talents. Notre métier, c'est le recrutement, on est spécialisé dans ça. On a l'ambition d'attirer les talents, d'échanger le plus possible avec les candidats, de recruter des employés, de développer des collaborateurs. C'est un peu notre leitmotiv tout au long du parcours. Et voilà, vous avez quelques-unes de nos solutions qui sont sur la partie droite de votre écran et quelques beaux clients qui sont affichés en dessous. Allez, on commence ce webinaire, on rentre dans le dur, on rentre dans les chiffres et dans les données qu'on va vous partager. Alors sachez qu'on ne pourra pas vous partager toutes les données parce qu'il y en a beaucoup. On a choisi quelques-unes très arbitrairement avec Amandine, mais en tout cas, vous allez voir, elles sont très intéressantes. Juste pour vous donner une idée, donc c'est pas la première fois qu'on fait ce baromètre. C'est la 3e édition. Le premier était, comme le mentionnait Amandine, le premier était avec EasyRecruit, donc en 2019. Donc en 2019, on a fait ce premier baromètre. On l'a refait en 2021 quand on a été intégré à iCIMS. Et en 2023, c'est donc cette étude qui nous intéresse aujourd'hui. Entre-temps, on a aussi d'autres études un peu plus centrées sur le recrutement des jeunes diplômés dont vous pouvez avoir accès directement sur notre site internet. Sur cette étude en particulier, donc sur les sites carrières des entreprises européennes, on a choisi d'étudier les entreprises qui composaient le SBF 120, le FTSE 100 et le DAX 30 entre mai et juin.
Alors, il y a eu quelques mouvements entre-temps pendant notre étude, mais en tout cas, ça fait 250 entreprises, en gros, qu'on a évaluées, et vous pouvez le voir, 233 qu'on a évaluées sur 18 critères d'évaluation. Donc, 250 entreprises à l'origine, 233 qui ont été complètement évaluées grâce à 3 grandes parties: interface et site carrière, processus de candidature, suivi de candidature. On va y revenir pendant ce webinaire, mais en tout cas, pour vous donner vraiment la méthodologie de cette étude, on part du site corporate. On va chercher un poste ouvert de sales ou de commercial sur le site carrière. On évalue l'offre d'emploi avec certains critères qu'on a définis. On candidate, on attend le suivi, et à J+35 de la candidature, on stoppe le processus, considérant qu'après 35 jours après la candidature, il n'y aura pas de réponse de l'entreprise. En tout cas, ça s'est passé comme ça sur les 233 entreprises qu'on a évaluées et qui composent ce panel d'entreprises. Donc ça, c'était pour la méthodologie et les critères, en gros, pour le processus. Rentrons dans les principaux résultats et on va commencer directement avec Amandine. Donc c'est l'expert qui va pouvoir, l'experte même qui va pouvoir nous détailler ces résultats. On va commencer directement par la plateforme et par l'interface en tout cas des sites carrières, des grands groupes européens. Amandine, est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur la facilité pour trouver le site carrière et l'avis sur le site carrière? Je te laisse la parole. Bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité, Thomas, j'en profite. Et c'est vrai que c'est intéressant, même pour moi, en fait, de comparer les pratiques de ces 233 entreprises avec les nôtres, parce que on n'a pas toujours l'occasion de prendre du recul sur nos propres pratiques, et on est peut-être un petit peu le nez dans le guidon pour atteindre nos objectifs qui sont ambitieux en sortant de Covid, quand on doit recruter beaucoup en ayant moins de moyens, etc. Et donc, c'est vrai que le fait de prendre un petit peu de recul avec cette enquête, même moi à titre personnel, alors que je travaille chez un éditeur spécialisé en RH, j'identifie des axes sur lesquels j'étais pas particulièrement fière quand je me comparais au benchmark. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait et de regarder ce qui se fait de mieux pour pas forcément se dire qu'il y en a qui sont pires, parce que ce sera toujours le cas et il ne faut pas niveler par le bas. Mais en tout cas, ce qui ressort, puisque comme Thomas l'a signalé, c'est notre 3e édition, c'est qu'il y a une amélioration sur la partie du site carrière. Donc on voit que la facilité à trouver le site carrière depuis votre site d'entreprise, ça s'est beaucoup amélioré et que c'est une note de 4 sur 5. Alors c'est pas parfait, mais ça veut dire qu'on va sur l'onglet société, on trouve la partie carrière. Quand on sait chercher, on sait trouver. Maintenant, on peut quand même remarquer que sur 40 entreprises qui ont été évaluées, ça a été considéré comme étant très difficile de le trouver. Et je pense que c'est un vrai axe. Je vous invite à essayer d'aller sur votre site corporate et de trouver votre page carrière, ou de demander à quelqu'un qui n'y a jamais été, parce que vous le connaissez sans doute, et de voir combien de temps il faut pour trouver vos offres d'emploi. Et si ça met un petit peu trop de temps, c'est peut-être un sujet à voir avec votre département marketing sur comment faciliter le parcours du candidat lorsqu'il a envie de vous rejoindre et qu'il est déjà sur votre site. Ensuite, l'avis sur le site carrière, ça s'est également amélioré dans les 4 dernières années. Donc, c'est une note qui est un petit peu moins bonne. La moyenne est de 3,68 sur 5. Alors, ça vous arrivez à le lire tout seul. Maintenant, c'est vrai qu'on voit une certaine disparité. Je pense notamment entre les entreprises qui ont besoin de recruter beaucoup, qui font plus d'efforts, que celles qui reçoivent naturellement beaucoup de candidatures. Donc, il y a quand même des sites carrières sur lesquels qui sont peut-être un petit peu trop austères et pas forcément représentatifs des valeurs de l'entreprise et de ce qu'elle est. Et donc, c'est vrai que il est, à mon sens, important d'avoir un site carrière qui représente vraiment l'entreprise, dans lequel il y a de l'information de qualité et facile à consommer, entre guillemets. Alors, désolé pour le terme. Je sais pas si c'est votre cas. Moi, je remarque que ma capacité d'attention a beaucoup réduit ces dernières années. Je me lasse vite et j'ai besoin de formats très courts pour rester attentive. Et il semblerait que ce soit le cas d'une grande partie de la population. Donc les longues listes à l'après-verbe, les longs descriptifs, c'est moins impactant qu'un format court, que des images
qui vont faire transparaître ce qu'est votre entreprise et ce qui fait qu'un candidat deviendra un salarié qui se retrouvera dans vos valeurs et dans votre environnement. Et alors là, je digresse un petit peu. Thomas a toujours peur de mes envolées lyriques, donc regardez bien sa tête qui panique. Mais on travaille sur un autre article en parallèle qui est plutôt axé sur la parité. Et c'est vrai que quand on regardait plutôt les lignes éditoriales des entreprises sur la communication qu'elles ont envers leurs candidats, c'est un véritable frein pour attirer une population et des candidats plus divers. Alors en l'occurrence, nous, l'analyse qu'on a, elle s'axe entre les hommes et les femmes, mais je suis à peu près certaine que ça se duplique aux autres minorités qu'on essaye tous d'attirer pour s'enrichir. Et donc, c'est aussi, je pense, le site carrière qui est le premier axe d'attaque pour donner envie à des candidats de savoir que ils ont une forme de représentation existante dans l'entreprise, qu'ils ne seront pas exclus et qu'ils trouveront davantage ils seront plus facilement inclus, en tout cas, dans l'environnement. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion de faire un travail de fond et de faire ressortir qui on est sur le site carrière. Alors, ça prend du temps, mais ça peut être un fil rouge sur une année, et itérer pour s'améliorer régulièrement. Mais concrètement, votre site carrière, c'est votre vitrine. Il faut que ce soit le plus engageant possible et le plus représentatif possible de la réalité. Donc ne pas vendre ce qui n'existe pas, rester authentique, mais engageant malgré tout. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve pas sur les sites carrières qui sont très informationnels, et ça, c'est déjà bien. Mais peut-être un peu triste parfois. Juste pour te laisser respirer, Amandine, pour vous donner une tendance, en tout cas, en effet, sur ce critère avis sur le site carrière. Donc, c'est évidemment que des questions très, très objectives là pour ces deux questions-là. Hein, les personnes d'HEC qui ont candidaté sur les sites de carrière et sur les grands groupes européens ont attribué une note, comme on pourrait le faire tous. Mais il y a une tendance quand même à la hausse. On était à 3,1 en 2021, on est à 3,68. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a une amélioration. Et peut-être que dans 2 ans, on verra que ça y est, on a dépassé les 4 sur 5, et ce serait une belle chose, en tout cas, pour que vous puissiez attirer plus de candidats. Amandine, quelque chose à ajouter, ou tu veux qu'on passe à la slide suivante ? On peut passer à la slide suivante qui, si ma mémoire est bonne, c'est ce que j'appellerais les no-brainers. Exactement. Donc, il n'y aurait pas de questions à se poser sur ces sujets-là. Alors, je vais le faire dans le sens inverse de ce qui est présenté. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous comme moi, la plupart de notre navigation sur Internet hors contexte professionnel se fait via notre téléphone portable. Et donc, avoir un site carrière qui s'adapte au format des smartphones, c'est vital. Et aujourd'hui, c'est le cas de 96% des sites carrière qui ont été évalués. Si c'est pas votre cas, je vous invite à vite corriger cela, parce qu'avoir un site web qui ne marchera pas sur un smartphone, je pense que ça vous fera perdre beaucoup de candidats très vite. Sur ce critère, le sujet est clos, on peut dire. Hein, je pense que les grandes entreprises... Ne soyez pas les 4%. Voilà, exactement, c'est un peu ça. Ne soyez pas l'exception. Et donc, de l'autre côté, alors c'est un petit peu plus un crève-cœur pour nous, parce qu'à l'époque, on y croyait au chatbot sur les sites carrières. Il y a 2 ans, lorsqu'on avait fait la même enquête, il y avait 9% des entreprises représentées, donc 3 fois plus, qui avaient un chatbot sur les sites carrières, et on voit que les entreprises en reviennent, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 3%. Je pense que, alors, à titre personnel, parce que j'ai passé un petit peu de temps à travailler sur notre propre chatbot, en réalité, ça peut être un outil très intéressant. Je trouve néanmoins que la partie implémentation nécessite un gros travail de fond sur des arbres de décision, sur le fait de se poser des questions, de créer des workflows pour répondre aux questions des candidats, qui était un petit peu décourageant pour moi. Alors, peut-être parce que j'aime pas passer des heures à documenter, qui aime ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un travail de fond qui était un petit peu fastidieux, je trouve. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'on voit la révolution dont tout le monde parle en ce moment de l'intelligence artificielle générative. Donc, à mon sens, il ne faut pas non plus complètement oublier le sujet du chatbot, même si nous, on ne le fait plus vraiment. Mais je me demande, dans le futur, est-ce que un chatbot intelligent avec moins de paramétrage pourra répondre aux questions des candidats et les orienter vers les bonnes offres? J'ai envie d'y croire, ça n'existait pas.
Mais suivons ça pour dans 2 ans et voir si ce chiffre a beaucoup évolué dans l'autre sens cette fois-ci. Ça peut être en effet une des nouvelles features qu'on aura ou que d'autres entreprises peut-être auront, mais en tout cas, oui, en effet, je sais que tu croyais en tout cas beaucoup à ce produit, donc c'est pour ça qu'on voulait aussi le mettre un petit peu en exergue et se demander en tout cas si le chatbot était une tendance qui était vraiment terminée ou pas. On verra si l'IA en tout cas le fait renaître et peut-être que dans le futur on aura un chatbot 2 points voire 3.0. Mais en tout cas voilà. Donc seuls 3% des sites carrières qu'on a évalués ont un chatbot. On passe à la suite et là je vais vous faire un petit peu participer. Alors parce qu'on a posé, on a demandé également aux personnes qui ont évalué qui ont participé à l'évaluation de ces sites carrières de compter le nombre de clics pour postuler à une offre. Alors quand on postule à une offre, c'est qu'on on est sur la job description, on appuie sur postuler et là à partir de ce moment-là, on a compté le nombre de clics. On l'a vraiment fait. Et donc selon vous, combien de clics il faut en moyenne pour postuler à une offre? Je vous laisse 20 secondes pour partager dans le chat les tendances que vous pourriez voir. Alors on a du 50 clics, on a du 6 clics, du 5, du 12, du 3-4 clics, c'est pas mal. On a du 20 clics. Allez, je vous partage les résultats. Vous avez été optimiste. Hein. Je te laisse les commenter, Amandine. Non, c'est vrai que moi aussi, ça avait été ma première surprise en 2019. Alors moi, j'ai pu suivre les tendances, donc j'avais une idée de ce dont on partait. Pour enfants, en 2019, on était à 41 clics en moyenne pour postuler. C'est énorme. Je sais pas pour vous, mais moi, à titre personnel, j'ai la sensation que l'on me partage de faire 1000 clics pour postuler, mais si c'est le cas, je pense que j'irai pas jusqu'au bout. Je pense qu'on a besoin de simplifier tout ça, surtout dans l'ère où, par exemple, sur LinkedIn, on peut postuler en un clic. C'est-à-dire que sur un site carrière, on a besoin aujourd'hui de faire 34 clics alors qu'on est déjà sur l'annonce sur laquelle on veut postuler. On peut mieux faire. Si j'étais prof, c'est ce que je marquerais dans cette petite colonne. D'autant plus qu'on était parti à 41 clics en 2019 et la moyenne était descendue à 27 il y a 2 ans et réaugmente. Alors, je ne sais pas vous l'expliquer. Je vois aucune raison à cela. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, moi, ça m'a forcé à me poser des questions et j'ai essayé de postuler sur un site carrière. Et je me suis dit, bon, en effet, il y a certaines choses qu'on pourrait simplifier qui sont peut-être pas nécessaires de poser comme question en amont. Même si la préqualification fait gagner du temps, est-ce que ça ne nous fait pas perdre les bons candidats ? Je pense que c'est un petit peu dommage de complexifier les choses, d'autant plus que le temps de moyenne de candidature, il est de 5 minutes. Alors, quand on recherche un travail et que quelque part notre travail est de chercher un travail, je pense qu'on le fait. Maintenant, si on est sur des recrutements de métiers plus pénuriques où les candidats vont être moins en recherche active, je pense que la simplification est vitale. Et alors là, on ne le voit pas ressortir, mais vous pourrez le voir si vous téléchargez le rapport complet. Je pense qu'on vous partagera le lien un peu plus tard. Mais il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves. Il y a un écart type qui est quand même un petit peu fort en fonction des industries. Et donc, typiquement, je pense que les industries qui ont besoin d'attirer des candidats, par exemple, l'immobilier est un bon élève. Il y a très peu de clics à faire. Je crois que c'est 5 ou 6 clics. Et il y a un temps de candidature qui était assez faible. Pareil pour alors, je ne sais pas comment le formuler, mais la consultance informatique. Donc, toutes les personnes qui vendent des prestataires informatiques, eux, forcément, leur matière première, leurs produits, étant des salariés, leurs process de candidature sont simplifiés. Alors que les industries dans lesquelles, je pense, on attire naturellement plus de monde, ou en tout cas, historiquement, c'était le cas comme la banque, l'assurance ou le retail, ce sont ceux qui ont les process les plus longs et les plus complexes. L'automobile également, je crois qu'il faut 38 ou 39 clics pour le faire en moyenne. Donc c'est clairement, je pense, un vrai sujet d'amélioration. D'autant plus que là, si vous regardez, on a quand même 10% des entreprises
pour lesquels il faut plus de 8 minutes pour postuler. Donc encore une fois, moi je suis même pas de la génération Z, mais je mettrai jamais 8 minutes à postuler à une offre, ça me semble assez évident. Donc je pense qu'il est nécessaire encore une fois, prenez le temps, vous n'avez même pas besoin de n'avoir jamais vu votre site web, allez sur une offre d'emploi et faites un test avec votre email perso et voyez combien de clics vous faites pour postuler et combien de temps vous mettez alors que vous-même vous connaissez le poste et vous connaissez les infos plus facilement qu'un candidat qui serait complètement ignorant de vos process de recrutement et des infos demandées. Et demandez-vous si vous postuleriez vous-même dans votre entreprise aujourd'hui en étant en poste. Je rebondis très vite, Amandine. Alors, je vois que le temps file, mais en plus, je vois qu'il y a des commentaires et en effet, donc, c'est mentionné que donc il y a le nombre de clics et en plus, elle a ajouté que c'est sans compter le process qui demande souvent à réintroduire en fait des éléments sur le CV. Donc, en effet, ça a été comptabilisé. Il y a une promesse à l'origine, c'est postuler en un clic. On postule en drag and en déposant son CV directement ou via LinkedIn et ensuite on a encore des champs à remplir ou à détailler. Voilà, la promesse n'est pas forcément tenue sur cette partie-là. Pour répondre donc à Asana, le nombre de clics est étudié à partir de quelle étape dans le processus de candidature? À partir du moment où on clique sur postuler. On clique sur postuler, on remplit le nom. Je m'appelle Thomas Bourson, j'habite ici. Donc ça fait ça fait 3 clics là déjà. Donc voilà tout le nombre de clics qu'on a fait sur cette partie-là. Et on a aussi une question de Louis. Selon les annonces, le tunnel de candidature n'est pas le même sur un même site carrière. Quel est votre protocole pour déterminer le nombre de clics? Avez-vous pris l'annonce avec le plus de clics? Alors, toutes les annonces sur lesquelles on a postulé sont des annonces commerciales, parce que c'est souvent le poste qui est le plus représenté dans les entreprises. Donc on a postulé sur chacune des entreprises sur un poste commercial, et quand il n'y en avait pas, c'était un poste project manager. Mais dans la majorité des cas, ça a été des postes sales, et donc c'est comme ça qu'on a eu quelque chose de cohérent tout au long de l'analyse, et qu'on a pu dresser ensuite des statistiques. Mais peut-être en effet, et je vous rejoins Louis, peut-être que c'est plus facile de postuler quand on est développeur et que le marché est tendu. Je pense que Amandine, tu ne me contre. On simplifie beaucoup les process pour les profils de notre lab. En effet, les développeurs, les product managers ont un traitement particulier. L'idée, oui, c'était d'avoir quelque chose de général et de pouvoir partager. Donc on s'est focus sur la partie commerciale, en tout cas sur ces postes-là. Quelque chose à ajouter, Amandine, sur cette partie-là où on a vu en effet donc le nombre de clics d'un côté et le temps pour postuler, donc qui lui est en baisse par rapport aux autres années. Non, je pense que c'est en effet un des principaux axes d'amélioration aujourd'hui qui ressort de cette enquête. Pour moi, c'est celui-ci. Alors après, il prend un peu de temps parce qu'il faut repenser le process qui est derrière votre ATS. Mais je pense que ça mérite l'investissement une fois que vous l'avez testé d'améliorer tout ça, sans oublier de poser les questions qui sont nécessaires, parce que en effet, vous l'avez fait remarquer, en fonction du poste, on n'a pas nécessairement le même process. Sur un profil de développeurs, on va être beaucoup plus rapide. Je pense à nos anciens clients qui recrutaient beaucoup de livreurs. Peut-être quand même faire le filtre est-ce que vous avez le permis ou pas, parce que c'était une anecdote que vous avez partagée avec nous. Il y avait presque une candidature sur 2 où les personnes n'avaient pas le permis pour être livreur. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'en effet, le process peut être légèrement plus long pour éviter de vous faire perdre du temps derrière dans la présélection. Mais l'adapter en fonction du poste, des nécessités de ce poste, tout en gardant une expérience fluide, je pense que c'est le bon équilibre à trouver. Et en effet, on peut l'adapter par poste, mais à mon sens, le simplifier un maximum et permettre le CV par signe. Alors, je connais pas le terme en français, mais le fait d'avoir les cases qui se complètent automatiquement une fois qu'on télécharge son CV et de juste avoir complété les informations manquantes, ça me semble être un petit peu le minimum aujourd'hui. On avance dans le partage des résultats avec des choses qui sont un peu tendances en ce moment. Amandine, tu ne me contrediras pas, je pense, sur la mention du salaire et la mention du mode de travail. Il y a beaucoup de débats. Alors sur LinkedIn, j'en vois partout. Faut-il ou pas mentionner le salaire? En tout cas, on a des résultats sur est-ce que les entreprises le font ou pas.
Alors aujourd'hui, comme on peut le voir, il n'y a que 9% des entreprises qui mentionnent le salaire, ce qui est un petit peu surprenant. Maintenant, il faut se rappeler que l'enquête n'est pas que française. Elle fait les plus grandes entreprises européennes, donc il y a des entreprises allemandes, mais il y a aussi des entreprises anglaises. Il y a alors, je ne trouve plus le bon terme, une disposition européenne qui fait que dans peu de temps, de toute façon, on devra le partager. Je pense que se mettre à le faire dès maintenant, une fourchette à minima, c'est encore une fois une bonne pratique à adapter en amont plutôt que d'attendre que ce soit officiellement obligatoire et qu'on n'ait plus le choix. D'autant plus que, alors encore une fois, sur une autre enquête, on a travaillé sur ce sujet-là, il y a presque la moitié des candidats qui ne veulent plus postuler sur des annonces qui n'annoncent pas une fourchette de salaire. Donc c'est quand même, ça nous fait quand même perdre potentiellement beaucoup de candidatures potentiellement pertinentes. Et par ailleurs, une des vertus que nous, on avait pu constater, c'est que quelque part, le fait d'afficher le salaire lisser les inégalités salariales en début de carrière. Je m'explique en 2 secondes avant de trop digresser, j'arrêterai. Mais l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est grandement réduit quand la mention du salaire apparaît sur l'annonce, parce que tout simplement, on s'aligne sur ce qui est annoncé comme étant le budget, ce qui est dans votre budget, et ça permet d'éviter d'avoir le candidat qui négocie le mieux, qui a un meilleur salaire, même si ce n'est pas nécessairement le candidat qui le mérite le plus. Alors là, j'ai pris l'exemple du genre parce que, évidemment, ça me parle le plus. Et c'est celui qu'on avait étudié. Mais donc, il y a aussi des vertus à cette mention du salaire parce que ça vous évitera d'avoir un candidat qui est 2 fois trop cher, qui ne peut pas vous permettre de recruter, mais aussi d'avoir une meilleure justice salariale derrière entre les salariés une fois qu'ils sont recrutés. Et de toute façon, c'est une disposition européenne qu'une bonne partie des entreprises qu'on a évaluées devront respecter de toute façon dans les prochains mois, en dehors du Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Et c'est déjà, je crois, une obligation quand on veut publier des annonces sur certains job boards de type Indeed. Indeed n'accepte plus de, alors sauf peut-être quelques exceptions, mais dans mon souvenir, c'est n'accepte plus qu'un poste soit publié sur Indeed s'il n'y a pas à minima une fourchette de salaire mentionnée. Donc, alors l'autre sujet surprenant, et alors là c'est vrai que c'est un petit peu la nouveauté Covid. Alors Covid c'est pas si nouveau que ça, mais on est passé, je pense, dans certaines industries du jour au lendemain d'être 100% au travail à 100% au télétravail. Et nous typiquement aujourd'hui on est sur un mode de travail hybride. Donc Thomas et moi sommes au bureau aujourd'hui, mais la plupart du temps on travaille de chez nous. Et seuls 21% des annonces mentionnent le mode de travail. Et donc concrètement, alors je sais pas ce que tu en penses Thomas, mais moi aujourd'hui j'aurais du mal à être 100% au travail. J'ai pas envie non plus d'être 100% chez moi. Donc je pense que le mode de travail hybride, c'est ce qui me convient. Et si ça apparaît pas sur l'annonce, c'est quand même une vraie perte de temps pour le candidat, typiquement qui postulerait une offre qui potentiellement ne lui correspond pas ou n'oserait pas postuler en disant bon, moi j'ai pas envie de retourner au bureau vu qu'il n'est pas précisé que le télétravail est autorisé, c'est sans doute pas le cas. Donc ajoutons cette petite ligne qui prend 2 à 3 mots systématiquement. Je pense que ce serait une bonne pratique, que ça vous fera gagner du temps. Ça vous fera gagner des candidats qui correspondront plus à vos modes de travail. Et honnêtement, ces petits changements de la mention du salaire et du mode de travail, si ça augmente votre pack de candidats qui correspond à vos attentes en prenant moins de 2 minutes à implémenter, je pense que ça, c'est un quick win à adopter dès demain. Donc voilà. Je suis d'accord. On avance, Amandine. On passe sur la dernière phase en fait de nos trois grandes parties, la partie de suivi de candidature. Et là, je voulais vous redemander encore combien de temps faut-il pour que l'entreprise réponde aux candidats. Alors, on ne parle pas de la réception automatique de l'email. On a accusé la réception de votre candidature, on va la traiter, mais bien d'une réponse à la suite du traitement. À votre avis, combien de temps les entreprises mettent pour répondre à ces candidats quand elles y répondent? Alors, on a du 18 jours, 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 10 jours, 15 jours. On est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. On est pas mal. Alors, pour revenir sur ce que disait Thomas, en effet, le mail automatique. Mais non, Thomas, laisse un peu. Ah, pardon, excuse-moi, je voulais faire le suivi. Vas-y.
Et jamais, oui, c'est ça. Jamais. Ah ben, Colombe, ouais. Donc, pour en revenir à ce que disait Thomas, 90% des entreprises ont quand même la bonne pratique d'envoyer un email automatique quand la personne postule en disant on a bien reçu votre candidature, on va la traiter sous 3-4 semaines, on reviendra vers vous si nécessaire. Je ne considère pas que ce soit une réponse à titre personnel. 90%, ça devrait être 100. Donc, si c'est pas fait, automatisez-le. Ça fait quand même une trace de réponse. Mais en réalité, plus de 60% des entreprises n'ont jamais répondu. Donc, Colombe, vous avez raison. On ne répond pas en moyenne. Maintenant, pour ceux qui répondent, la moyenne, c'est 8,7 jours. Donc, on a un peu plus d'une semaine. Je pense que ça fait sens. C'est le temps d'étudier les candidatures, de voir... parce que je pense que les candidats qui correspondent parfaitement à l'offre ont une réponse bien plus rapide, parce que c'est ceux qu'on appelle en premier. Mais ceux qui sont potentiellement négatifs directement, je pense que ça vaut le coup de leur dire directement. Le problème, c'est les candidats qui sont perdus dans les limbes du peut-être en attendant de trouver mieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat à traiter parce qu'on ne sait pas si on trouvera le candidat idéal et on garde en attente beaucoup de candidats. Quelque part, je pense que le simple fait de déjà faire un retour, ça vous différenciera de beaucoup d'entreprises a priori. Donc ce sera déjà une bonne pratique. Alors moi, dans les quick wins, et ensuite on partira sur quelque chose d'un peu plus développé si on peut le faire. On a, alors je pense que c'était essentiellement des CDI, Alizé. C'est que des CDI, ouais. Alors je voulais pas te couper, mais pour répondre à Alizé, en effet, c'était que des CDI. Et donc dans les quick wins, le mail automatique de réception de candidature, c'est un peu le b.a.-ba. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que quand je fermais un poste parce qu'on recrutait quelqu'un, j'avais automatisé un email en disant « Désolé, on n'a pas pu avancer avec vous parce qu'on a trouvé notre perle rare. Restons en contact pour le futur, on recrute régulièrement. » Et c'est vrai que rien que ça avait un impact très positif et des candidats me remerciaient de les avoir tenus au courant. Alors, ça me brise un peu le cœur de me dire, si on en est au stade où on me remercie de dire « J'ai pas eu le temps de regarder ton CV », c'est un peu triste. Mais donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez facile à faire, d'autant plus que ce sera le même email pour tout le monde. Maintenant, je pense que sur les candidats, maintenir une forme de communication, peut-être s'ils ont postulé il y a 2 semaines et qu'on n'a pas encore traité leur candidature, avoir un mail prêt disant « Désolé, on a eu beaucoup de succès pour cette annonce, on va prendre un peu plus de temps ». Ça peut être aussi quelque chose d'assez facile à faire et à automatiser, parce que je crois en l'automatisation. Thomas parlait de ma croyance dans le chatbot à l'époque. C'est pas le chatbot, c'est tout ce qui peut me faire gagner du temps et rendre l'expérience des candidats plus plaisante. Donc, non, alors les 8,7 jours, c'est pas des réponses positives, c'est toutes les réponses. Maintenant, souvent, les réponses sont positives quand on en a une, je pense. Non, alors, juste pour préciser, donc c'est toutes les réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Hein, là, on a eu quelques réponses positives d'entreprises où là, on a mis fin en disant qu'on n'était plus intéressé. Mais c'est vraiment toutes les réponses qui sont adressées, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est pas forcément tout le temps personnalisé. Hein. On a d'autres stats à partager sur ça. C'est pas forcément tout le temps personnalisé, mais au moins on reçoit une réponse comme quoi la candidature a été traitée, a été étudiée, et il y a pas de, l'entreprise ne donnera pas suite à cette candidature. Et donc, pour revenir à ce qu'on peut mettre en place pour gagner du temps, donc l'email automatique quand on clôture l'offre, je pense à un email après 2 semaines de candidature pour dire désolé, on prend un peu de temps, mais on vous oublie pas. Et après, moi, ce que j'avais fait à une époque, c'était donc de créer beaucoup de modèles d'email pour dire non aux candidats. Avec les raisons. Alors, ce qui m'avait permis de le faire, c'est qu'on utilisait la solution qu'on commercialisait nous en tant que startup, qui était l'entretien en vidéo différé. Et donc, tous les candidats qui allaient tomber dans les limbes du peut-être, même ceux qui étaient très bien, je les invitais aux entretiens vidéo différés. Et j'avais mis les critères discriminants comme étant en question. Donc, par exemple, chez nous, tout le monde doit très bien parler anglais. Il y avait une question en anglais. Si le niveau était pas bon, le candidat recevait désolé, ton profil est vraiment chouette, mais on a besoin de personnes qui soient au moins à tel niveau en anglais, ce qui n'est pas encore ton cas aujourd'hui, mais restons en contact. Ou le salaire est trop élevé, et recevez cet email-là. Et le fait d'avoir 4-5 modèles pour avoir une réponse un petit peu personnalisée, honnêtement, ça avait un impact très très fort. Et c'est là où je me suis mis à recevoir des recommandations de candidats pour d'autres candidats. C'est tout bête, mais j'ai recruté des personnes qui ne savaient pas qu'on existait parce qu'un candidat avait apprécié qu'on ait pris le temps de leur répondre. Donc je pense que c'est important de réfléchir à l'époque où on était candidat, comment on aurait voulu être traité.
et l'automatiser un maximum. Maintenant, on ne sera jamais parfait, c'est impossible. Il y a des offres où je recevais 900 candidats. Évidemment, je n'ai pas été parfaite sur les 900, si je suis honnête. Maintenant, le faire un maximum, ce sera déjà très différenciant vu que 138 entreprises sur 233 n'ont jamais répondu. Le simple fait de répondre un petit peu vous fera déjà ressortir. C'est ça. On passe à la dernière partie du webinaire avec quelques conseils. Alors, on les a déjà un petit peu... on a eu un espèce de fil rouge avec quelques conseils, mais en tout cas, on voulait avoir au moins quelques conseils parce que Amandine a fait et fera, je pense encore, beaucoup de recrutement et donc elle peut nous donner quelques conseils. En plus, je l'ai fait bien, j'ai recruté Thomas, par exemple. C'est gentil. Mais donc, voilà, quelques partages de tips venant aussi de cette étude et en lien avec cette étude. En effet, alors c'est vrai que je pense que comme je suis capable d'être assez prolixe, j'en ai déjà beaucoup partagé, mais pour les résumer, alors je suis à la partie, on va dire, attraction, donc le site carrière, avoir un site carrière facile à trouver, donc refaites l'exercice, et engageant, où on peut trouver facilement du contenu, où on peut se projeter. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que typiquement, le contenu vidéo et les photos sont assez populaires parce que entendre parler son futur manager ou quelqu'un qui fait le même poste, c'est plus parlant que votre potentiel job description qui va ressembler à une liste à l'après-vert. Et alors sans que ça devienne Piccadilly Circus qui clignote dans tous les sens, parce que ce serait pas très recommandé d'un point de vue ergonomie, mais ajouter un petit peu de contenu vidéo et des photos de vos salariés, ça rend le site carrière plus chaleureux. Et sans doute plus représentatif de qui vous êtes, puisque vos salariés et les managers qui recrutent, qui sont des salariés également, sont quelque part vos meilleurs ambassadeurs en plus. Juste donc, peut-être pour appuyer ce point, Amandine, on a aussi compté le nombre de clics en arrivant sur le site carrière, combien de clics il faut pour arriver jusqu'à une offre d'emploi. Alors, on l'a pas partagé je vous fais un teasing. On l'a pas partagé dans ce webinaire. On a dû sélectionner évidemment quelques chiffres, mais on a compté le nombre de clics pour arriver sur une offre d'emploi. C'est assez différent selon les entreprises et selon les secteurs. Mais voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans la construction du site carrière et en lien avec le site corporate. Il faut avoir une réflexion globale sur tout le parcours du candidat en tout cas. En effet. Après, alors je vais marquer donc rédiger des annonces précises mais concises. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la capacité d'attention de tout le monde a réduit. Et donc avoir une ligne éditoriale qui laisse transparaître de votre environnement et de votre culture. Je pense que ça aide beaucoup, en faisant aussi attention à ne pas utiliser des marqueurs genrés. Alors on regarde avec Thomas, donc c'est pas dans cette enquête, le nombre d'annonces qui ont des métaphores sportives dans lesquelles je ne me retrouverai jamais, ou un vocabulaire guerrier, donc je pense que regarder avec un œil neuf ces annonces et se demander est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que ça donne vraiment envie de postuler à tout le monde? Parfois, la réponse est assez clairement non. Et donc, essayez de réfléchir à votre ligne éditoriale en faisant des annonces courtes, impactantes, qui résument l'essentiel. Donc, Alice, monsieur, je vais devenir influenceuse. Sur LinkedIn, Alice, vous pouvez suivre Amandine sur LinkedIn. Je n'écris pas beaucoup sur LinkedIn, ça m'angoisse. Mais je vais faire un effort. Mais en tout cas... Le contenu vidéo, ça change beaucoup de choses et ça évite de tout mettre sur le site carrière quand on le met dans l'annonce. Et ensuite, le feedback, honnêtement, encore une fois, c'est un basique. On a tous été candidats un jour, on a tous été agacés de jamais avoir de retour. Ne soyons pas ce recruteur-là qui ne répondent pas aux candidats. Et maintenant, les candidats nous rendent l'appareil en ne nous répondant pas et en nous gossant complètement. Donc, c'est l'occasion de faire la différence en préparant les emails pour donner un retour précis au candidat. Et aussi, alors, pour en revenir au site carrière, ça, on aura été d'accord, le postuler en un clic ou le CV parsing à minima, ça me semble être potentiellement life-changing. Désolée, j'ai plein d'anglicismes aujourd'hui pour vos candidats. Merci Rim de mettre mon profil LinkedIn. Je vais devenir rouge. Je te laisse continuer, Thomas. Non, mais alors ça, pareil, oui, on en a un petit peu parlé sur la partie parsing et le play with LinkedIn. Enfin,
c'est un peu un must-have en effet. Et par contre, il faut que ce soit bien setup pour que la promesse d'origine soit vraiment là à la fin et que l'acte de candidature soit vraiment réduit. Et parce que ça joue sur l'expérience candidat et ça joue sur votre marque employeur également. Donc, faites très attention à ça et mettez-le en place avec une réflexion derrière et comment vous allez bien le setup. Ouais, tout à fait. Tu as parlé des templates Gmail, Amandine, donc J'ai déjà dit. je n'y reviens pas. On est parfaitement à l'heure. S'il y a quelques questions, on les prendra volontiers pendant les 5 minutes qui nous restent. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger notre baromètre directement sur notre site internet. Il y a plein d'autres chiffres qu'on a partagés dans cette étude. J'espère que le webinaire, en tout cas, vous a été porteur de valeur, en tout cas pour vous. Nous, on a été ravis de l'animer. Merci Amandine pour ces beaux conseils et ces belles analyses. Asana, comment avez-vous choisi les entreprises évaluées? Alors, je le rappelle, donc c'est les entreprises qui sont dans le SBF 120, donc l'indice boursier en France, le FTSE 100, donc l'indice boursier à Londres, et le DAX 30, l'indice boursier à Berlin. Donc c'est grosso modo les grandes entreprises européennes, même si certaines grandes entreprises ne sont pas forcément tout le temps dans ces indices boursiers-là, mais ça donne un beau regard sur les entreprises européennes en tout cas. Et donc on a postulé à la fois en anglais, en français et parfois en allemand. Donc voilà, ce n'était pas facile la partie allemande. Mais voilà pour ça. Les prochains rendez-vous iCIMS, donc voilà quelques petites où vous pourrez nous rencontrer si vous êtes présent sur ces événements. Les Digital HR Awards la semaine prochaine et dans 2 semaines Unleash à Paris. Je termine en vous remerciant tous d'avoir été là ce matin avec Amandine et moi. Merci à Rim pour le chat et merci Cécilia. Vous pouvez vous inscrire directement sur les pages de ces entreprises, de ces événements, donc Unleash ou les Digital HR Awards. Merci à tous. Merci encore à Parlons RH pour l'organisation de cette journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires, d'autres études à partager et d'autres événements. Merci beaucoup.